Les contrôles effectués par l'Inspection générale d'État, IGE, contribuent à limiter les fraudes, les détournements, les gaspillages et la corruption. Néanmoins, l'insuffisance des moyens humains et matériels mis à la disposition de l'IGE ne lui permet pas d'atteindre ses objectifs. C'est la conclusion de l'Inspection générale d'État IGE contenue dans son rapport d'activité exercice 2023 publié en novembre 2024. Au cours de l'année 2023, l'Inspection générale d'État n'a effectué que 2 missions de contrôle et de vérification. Une première mission de contrôle et de vérification sur la télévision nationale TVT, puis une deuxième sur l'ambassade du Togo au Maroc. Cette performance minimale s'explique selon l'IGE par l'ouverture tardive des lignes budgétaires, l'insuffisance du personnel et le poids des autres activités connexes. Dans son rapport d'activité, l'IGE n'a pas manqué d'énumérer les difficultés qui rendent difficile sa mission. Selon elle, ces difficultés rencontrées ne lui permettent pas d'assumer avec efficacité les missions qui lui sont confiées. Il s'agit entre autres de l'insuffisance du personnel, de l'insuffisance et l'ouverture tardive des crédits alloués à l'inspection, la non-adoption du statut particulier de l'IGE, la non-nomination des chefs de service, le non-paiement des commissions des inspecteurs, puis la non-mise en œuvre des recommandations faites à l'endroit des entités contrôlées. L'IGE exerce une mission générale et permanente de contrôle, d'audit, d'enquête, d'évaluation et de promotion de la bonne gouvernance. Elle est chargée de contrôler tous les services publics de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, entre autres. Elle est placée sous l'autorité du président de la République. Le 20 février dernier, le ministère des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance imposait aux importateurs de poissons, de viande de volaille et de produits dérivés un quota d'achat de ces produits sur le plan national. Selon l'arrêté, tous les importateurs de ces produits doivent prouver pièces justificatives à l'appui, contresignées par les présidents des conseils interprofessionnels des filières piscicoles et avicoles avant d'avoir une autorisation d'importation. Les pièces justificatives composant le dossier de demande d'importation doivent témoigner d'une commande de 10% de la quantité visée par la demande d'autorisation. Mais cette mesure-ci aidera-t-elle à booster finalement la consommation locale des produits halieutiques, piscicoles et avicoles? Selon les statistiques, les importateurs et distributeurs de poissons, de volailles et de produits dérivés introduisent plus de 60 conteneurs de ces produits au pays mensuellement. En 2019, les importateurs avaient promis un soutien au développement de ces produits locaux avec l'achat immédiat de 35 tonnes disponibles. Mais à la suivante réunion d'évaluation, seulement 5 tonnes ont été enlevées par les importateurs, abandonnant ainsi près de 30 tonnes aux producteurs. En mai 2020, pour remédier à la situation, les autorités du secteur avaient sorti une note portant obligation de signature de contrats de fournisseurs de volailles locales. L'incapacité de ces mesures à atteindre les objectifs de la consommation locale a finalement poussé le pouvoir public à prendre cette nouvelle mesure. Celle-ci répondra-t-elle aux objectifs? L'heure du bilan renseignera. Ensemble des activités non enregistrées ni réglementées par l'État, le secteur informel constitue le pilier central de l'économie togolaise, employant près de 88% de la population active, soit environ 3 millions de personnes. Il englobe une diversité d'activités allant du petit commerce aux services artisanaux en passant par les transports informels. Bien qu'il contribue entre 20% et 30% au produit intérieur brut PIB du pays, ce secteur présente des défis majeurs. L'absence de protection sociale est l'un des plus préoccupants. Sans couverture médicale ni assurance, les travailleurs informels restent vulnérables en cas de maladie ou d'accident. De plus, l'accès au financement reste limité, les banques exigeant des garanties souvent inaccessibles. Résultat, des conditions de travail précaires et des revenus instables. À Lomé, le revenu horaire moyen dans l'informel est estimé à 277 francs CFA, avec une forte disparité entre les hommes, 349 francs CFA, et les femmes, 184 francs CFA.
Comparativement, en Afrique subsaharienne, le secteur informel représente en moyenne 40% du PIB dans les pays à faible revenu et 35% dans ceux à revenus intermédiaires. Des pays comme le Bénin et le Niger connaissent des réalités similaires, notamment dans les secteurs du commerce et de l'artisanat. Toutefois, la prédominance du secteur informel au Togo soulève une question centrale. Comment améliorer les conditions de ces travailleurs sans fragiliser l'équilibre économique qu'ils représentent? Si la formalisation pourrait garantir à ces travailleurs plus de sécurité et accroître les recettes fiscales de l'État, elle risque aussi d'alourdir les charges des petits entrepreneurs. La solution passe par un accompagnement progressif, une simplification administrative et un meilleur accès au crédit. En attendant, des millions de Togolais continuent de travailler dans l'ombre entre nécessité et incertitude. Le réchauffement climatique est un problème urgent qui affecte le monde entier. Selon les experts, si le réchauffement dépasse 1,5 degré Celsius, de nombreux systèmes humains et naturels seront confrontés à des risques supplémentaires graves. Malheureusement, le continent africain pourrait franchir cette étape d'ici 2050 si rien n'est fait. En effet, selon un rapport publié par le Centre international pour l'agriculture et les sciences biologiques, CABI, l'Afrique dépassera le seuil de 1,5 degré Celsius d'ici 2050. Il s'agit du seuil supérieur à l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris sur le climat. Ce niveau va entraîner des conséquences très néfastes sur l'agriculture et la production de nourriture sur le continent. Il est aussi signalé que le rendement de certains produits, notamment le maïs et le sorgho, entre autres, pourrait diminuer. Au moins 65 morts, dont 10 enfants, c'est le bilan officiel de l'épidémie de choléra qui frappe l'État du Nil Blanc au Soudan. Au total, 27 000 cas ont été enregistrés, dont 500 enfants. À l'origine de l'épidémie, la consommation de l'eau impropre par les populations. Alors que les attaques contre les centrales électriques le 16 février ont perturbé l'approvisionnement en eau dans les localités de Kosti et Rabak. Les camps des déplacés surpeuplés dans les villes sont les plus exposés, faisant craindre une propagation rapide du choléra. L'État du Nil Blanc accueille environ 650 000 déplacés internes et 400 000 réfugiés. À Kosti, 292 000 enfants sont potentiellement en danger selon l'UNICEF. Le ministère de la Santé du Soudan a lancé en partenariat avec les agences du système des Nations Unies une campagne de vaccination dans l'État du Nil Blanc. Au moins 1 million de personnes doivent être immunisées contre la maladie. Pour mieux riposter contre l'épidémie, l'UNICEF a besoin de toute urgence de 750 000 $ supplémentaires. « 2,5 milliards de dollars pour répondre à l'urgence humanitaire en République démocratique du Congo. L'ONU et ses partenaires lancent un nouveau plan pour 2025 en collaboration avec les autorités congolaises. Conflits, déplacements de population, insécurité, la situation reste critique pour des millions de personnes. Aujourd'hui, toujours à Kinshasa, nous avons lancé conjointement avec nos partenaires et le gouvernement congolais le plan de réponse humanitaire 2025. Ce plan prévoit 2,5 milliards de dollars pour fournir une assistance et une protection vitale à plus de 11 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, dont 7,8 millions d'êtres humains déplacés à l'intérieur de leur propre pays. En 2024, un montant record avait été collecté, mais les besoins augmentent. L'accès aux populations vulnérables reste un défi, notamment dans l'est du pays, où l'insécurité complique les opérations humanitaires. L'année dernière, les partenaires humanitaires ont mobilisé 1,3 milliard de dollars, un montant record, et ont aidé plus de 7 millions de personnes. Nous sommes reconnaissants de la générosité des donateurs et espérons que cela pourra continuer. Les organisations humanitaires lancent un appel urgent à ceux qui peuvent fournir le financement, l'accès et le soutien nécessaires pour aider les personnes en RDC. L'instabilité complique l'acheminement de l'aide. Jeudi, 2 explosions ont fait au moins 11 morts lors d'un rassemblement à Bukavu, au sud Kivu, en présence du groupe rebelle M23.
Des centaines de personnes ont été testées positives au paludisme dans le nord-ouest du Congo où une maladie mystérieuse a tué au moins 60 personnes. Des analyses d'échantillons en cours sur des cas signalés ont déjà permis d'écarter Ebola ou encore le virus de Marburg. Reste à déterminer s'il s'agit du paludisme, la méningite, l'intoxication alimentaire ou certaines fièvres hémorragiques virales. La symptomatologie de cette maladie dans la région de l'Équateur est très similaire à ce qui s'est passé à Panzi l'année dernière et c'est presque la même tendance. Il y a eu des enquêtes qui ont couvert presque tous les aspects de Marburg et d'Ebola, mais à la fin, il s'est avéré qu'il s'agissait du paludisme. On se demande si cette affaire va dans ce sens. En ce qui concerne les échantillons sur les 70 tests effectués sur les frottis sanguins, environ 78% d'entre eux se sont révélés positifs au paludisme et environ 55% d'entre eux sont positifs aux tests rapides. Alors que les autorités sanitaires tentent de trouver l'origine de cette maladie inconnue, près de 1100 cas ont été signalés depuis que les premiers foyers ont été découverts dans 2 villages distants de plus de 160 km à la fin du mois de janvier. L'OMS a précisé qu'il n'existe pour le moment aucun lien épidémiologique clair entre les 2 foyers. Il pourrait donc s'agir de 2 événements sanitaires différents. À quelques heures du Ramadan, les lanternes occupent une place de choix dans ce marché du Caire en Égypte. Elles sont utilisées par de nombreuses familles pour décorer leur maison pendant le mois sacré des musulmans. Problème, le prix de vente de ces articles inquiète. Une inflation qui touche aussi des produits alimentaires. Saba Metouali, une résidente du Caire, est amère face à l'augmentation des prix. Les lanternes sont plus chères que les années précédentes. Malgré cette hausse des prix, il y a une grande affluence sur les marchés, alors que les propriétaires des boutiques remarquent une diminution importante de la demande. Les prix ont augmenté de 50% au minimum. La demande a baissé de 50%. Elle porte désormais sur les produits égyptiens, le coût des produits chinois ayant augmenté. Le Ramadan est pour les musulmans une période de culte accru, de réflexion, de charité et de bonnes actions. Il réunit aussi souvent les familles et les amis autour de repas festifs pour rompre le jeûne. Des cocktails Molotov et des pierres jetées sur les forces de l'ordre. Très vite, le rassemblement devant le Parlement d'Athènes tourne à l'affrontement. Dans tout le pays, il serait 300 000 à s'être mobilisés, alors qu'une grève générale a été décrétée 2 ans jour pour jour après la catastrophe ferroviaire qui avait fait 57 morts. Pendant 19 minutes, 2 trains avaient circulé sur la même voie entre Athènes et Thessalonique, sans qu'aucun système d'alarme ne soit déclenché, jusqu'à la collision. Sur les banderoles ce vendredi, un slogan, 57 âmes et des millions de voix. Je suis venu pour la justice, pour que l'on sache pourquoi autant de jeunes ont perdu la vie, pour qu'on sache pourquoi des accidents mettent nos vies en jeu tous les jours. Cette fois-là, c'était ses enfants, mais ça aurait pu être les miens. L'enquête avait conclu à une erreur humaine de la part du chef de gare, mais elle avait aussi révélé de graves négligences sur le réseau ferré et une absence de mise aux normes des systèmes de sécurité, provoquant la colère des citoyens. Le message que nous voulons envoyer au gouvernement et aux employeurs, c'est que nous ne tolérerons plus d'aller au travail sans savoir si nous allons rentrer à la maison vivants. L'opposition parlementaire et la société civile accusent le gouvernement de vouloir dissimuler les causes véritables de l'accident. Mais le Premier ministre s'en défend. Des erreurs humaines fatales se sont combinées aux défaillances chroniques de l'État, bouleversant violemment nos certitudes. À la suite de la catastrophe, plus de 40 personnes ont été poursuivies, mais aucune n'a encore été jugée. Donald Trump a déclaré qu'il ne s'opposerait pas à la décision d'accorder à l'île Maurice la souveraineté sur les îles Chagos, un archipel annexé par le Royaume-Uni.
Le président américain a fait part de son soutien à l'accord entre la Grande-Bretagne et l'île Maurice lors de sa rencontre jeudi avec le Premier ministre britannique à la Maison-Blanche. Conclu en octobre, l'accord vise à céder la souveraineté des îles Chagos à l'île Maurice tout en conservant le contrôle dans le cadre d'un bail de 99 ans de la base militaire américano-britannique de Diego Garcia, la plus grande île de l'archipel situé dans l'océan Indien. L'accord, qui doit encore être finalisé par un traité officiel, avait le soutien de l'ancien président américain Joe Biden, mais il était entaché d'incertitudes depuis la réélection de Trump. Le Royaume-Uni avait déclaré qu'il donnerait à l'administration du nouveau président américain la possibilité d'examiner l'accord avant de le finaliser. Le Premier ministre mauricien a indiqué qu'une éventuelle extension du bail de 99 ans de la base militaire serait discutée par les deux parties et non unilatéralement par le Royaume-Uni.